Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, dans le studio avec moi, à ma gauche, le rédacteur de chef d'Investir, Denis Lantoine. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourtant, on se voit toutes les semaines quasiment. C'est horrible, hein? C'est des thèmes bien préparés. C'est le stress. C'est le stress, c'est fou. Donc, à ma gauche, Denis. Bonjour, Denis. Bonjour Falco, bonjour Laurent. Bon, merci. Maintenant, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Je le fais tout de suite au début de cette émission. Et à ma droite, comme d'habitude, Laurent Albi, le président de la FAT. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous. C'est très marrant. Avant de commencer cette émission, Laurent me disait encore les marchés ne bougent pas beaucoup, donc il faut faire une émission très très rigolo. Je crois qu'on est en train de le faire en fait. Donc ça commence bien. Donc on a aujourd'hui une émission avec le CAC 40. On va regarder un peu le Wall Street, le Nikkei pour une fois, l'euro-dollar. On a les tops et les flops évidemment avec des valeurs très très intéressantes. On va faire un focus sur des grandes valeurs préférées de Denis. Et on va regarder évidemment les rendez-vous des mois et semaines prochaines de nos entreprises et notre économie. On commence comme d'habitude aussi avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors, qu'est-ce qui fait le CAC 40? Une petite hausse cette semaine? Bah oui, voilà, encore une petite hausse, une bien maigre variation. J'aurais pu reprendre quasiment exactement les mêmes introductions que la semaine dernière. Un CAC 40 qui a maigrement, on va dire, progressé de 0,13% en l'espace de 5 jours. Quasiment rien, donc encore une fois. Et ce qui traduit finalement un mois de mai, un peu dans la continuité d'un mois de mai, hein, où on dit tout le temps les mois de mai, attention, sell in May and go away. On s'est rendu compte qu'il fallait encore être dans le marché. Cette fois-ci, ce mois-ci, c'est plus 0,31% pour le CAC 40 durant ce mois de mai. Donc finalement, et pas très loin finalement de la moyenne traditionnelle du CAC 40 depuis sa création, puisque la moyenne des mois de mai est de 0,04%, donc un tout petit peu mieux. Ça ne se joue pas grand-chose. Alors, si on veut être optimiste, moi je veux dire qu'effectivement, il ne faut pas simplement regarder le marché comme le fait Laurent, uniquement avec les graphiques, mais aussi... ce n'est pas ce que je fais, mon cher Denis. Je dis simplement qu'avec Laurent, vous gagnez 0,31% sur le mois. Avec moi, vous en gagnez 2,48%. Pourquoi? Parce que le mois de mai, c'est aussi naturellement le mois de versement des dividendes. Donc, quelqu'un qui a déjà ses actions en portefeuille, c'est pas exactement 2,48 parce que c'est une moyenne et qu'on n'a pas forcément toutes les valeurs du CAC 40 dans son portefeuille. Mais en tout cas, quand on achète du CAC 40, on gagne 0,31% sur le mois. Quand on a un échantillon, en tout cas suffisamment important de valeur du CAC 40 dans son portefeuille, on a gagné quasiment 3%. Vous le voyez. Donc les mois de mai, attention, il ne faut pas simplement regarder la variation du CAC 40 en elle-même. D'accord, bon, merci beaucoup Denis pour cette première part de la bilan de la semaine. Et on va regarder avec Laurent le CAC 40 en fait. Oui Falco, alors effectivement, un CAC 40 qui a été léthargique ces derniers jours, vous le savez tous. Alors j'ai des bonnes nouvelles, chers téléspectateurs, parce que ça ne va pas durer. Jeudi, on va avoir Mario Draghi qui va prendre la parole avec la BCE. On va avoir aussi des élections législatives au Royaume-Uni. On va avoir l'ex-directeur du FBI qui va être entendu aux États-Unis. Ça risque peut-être de mettre un petit peu Donald Trump en situation inconfortable, on ne le sait pas. Et puis les législatives dimanche. Et puis la Fed la semaine prochaine. Donc c'est vrai que vous avez été patient et discipliné et que vous allez être récompensé car on devrait voir un petit peu de volatilité revenir graduellement sur les marchés. Heureusement, parce que c'est vrai que ce CAC 40, il a été particulièrement statique depuis finalement un mois. On est en présence d'un indice qui ne fait absolument plus rien. Des investisseurs qui digèrent toute la hausse qui a suivi l'élection de Donald Trump et qui sont un petit peu désemparés, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu hésitants à remettre au pot. Et par conséquent, on a un petit peu partout, sauf aux États-Unis, vous le savez, des indices européens en tout cas qui ont été très statiques. Alors dans ce contexte, vous connaissez la chanson maintenant, hein. On a un support et tant que ce support il n'a pas été enfoncé, on est obligé de garder ce biais haussier, un gap qui avait été ouvert en avril, une zone de support que je vais zoomer un petit peu ici, voilà, pour vous permettre de mieux voir à 5228. On n'est même pas en train de tester ce niveau. On a un CAC 40 ce matin qui repart un petit peu à l'assaut donc des 5300 points. Donc on est dans un moment où il ne se passe pas grand-chose, mais on reste dans la continuité du mouvement précédent et donc on paye le CAC 40 avec justement un turbo call de code VM41B qui a une zone désactivante très en dessous du support, Falco. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse sur le CAC 40. Effectivement, c'est un turbo call CAC 40 VM
41B. Mais avant de vous présenter ce produit, évidemment, comme chaque semaine, la phrase classique, c'est tous ces produits qu'on vous présente, ils ont un risque de perte en capital pendant la vie et aussi à l'échéance. Donc, je vous invite d'aller, avant d'investir, sur notre site internet www.produitbourse.bnpparibas.fr et regarder et vous former surtout à l'aide de nos brochures et nos vidéos qu'on a sur cette site. Donc, on continue avec le Turbo Call CAC 40 VM41B qui a un prix d'exercice, une barrière désactivante de 5210. Son échéance, c'est le 15 septembre 2017 et son levier de ce matin, 52,20 et tout ça pour un prix de vente de 78 centimes pour un CAC 40 de 5275,30. Voilà, ça c'était le premier produit, première analyse sur le CAC 40 et on continue avec le bilan de la semaine. Et on regarde quoi? On regarde un peu le Wall Street, non? Oui, les marchés étrangers même plus globalement cette semaine. Alors Wall Street, on va redire la même chose. Wall Street, New York qui est extrêmement fort, qui vole de record en record. Même si ça ne se voit pas grand-chose à chaque fois, c'est du 0,0 quelque chose. Mais en tout cas... on a en tout cas des marchés américains qui, a priori, ne baissent pas. On avait un chiffre qui était attendu la semaine dernière, c'était naturellement les créations d'emplois pour le mois de mai. Et on a eu une petite surprise parce qu'il y a eu moins de création d'emplois que prévu, même beaucoup moins, diront certains. Mais on a aussi en même temps un taux de chômage qui a baissé un petit peu. On n'a pas d'inflation salariale, donc on dit que globalement, on est quand même dans une situation de plein emploi. Il ne faut pas attendre non plus 300 000 créations d'emplois en fait sur le mois. Mais on a surtout l'impression que le marché peut absorber une hausse des taux. Et c'est ce qu'on attend la semaine prochaine, lors de la prochaine réunion de la Fed, 13-14. C'est le 14 au soir qu'on aura cette décision. À 90%, c'est joué, c'est une hausse des taux qu'on attend d'un quart de point. On se dit que l'économie, en tout cas, est suffisamment solide actuellement pour absorber cette hausse des taux. La question, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, c'est quid de la suite? Donc quid de septembre et quid de la, en tout cas, deuxième partie d'année? Est-ce qu'il y en aura d'autres? À quel rythme? Là, c'est là, en fait, on espère avoir plus de précision lors de la prochaine décision de la Réserve fédérale. Et puis, l'Asie, on en parle un petit peu moins, mais c'est vrai que là aussi, on a finalement des marchés qui ont suivi le mouvement, surtout une bonne surprise avec des entreprises japonaises qui recommencent à investir et on a un Nikkei 225 qui a repassé la barre des 20 000 points. C'était pas arrivé depuis 2015. Wow, ok. Bon, merci beaucoup Denis. Donc on va regarder le Nikkei avec Laurent. Effectivement, on va regarder cette semaine ensemble le Nikkei puisque la semaine dernière, on avait fait une recommandation sur le S&P qui s'est bien passé. Et on espère que cette semaine, on va avoir autant de succès avec un Nikkei, vous le voyez à l'écran, qui a consolidé pendant de longs mois. Et on est sorti de cette consolidation avec une impulsion assez importante. Et on a un Nikkei qui est allé effectivement, je vais zoomer un petit peu, rejoindre ce niveau à 20 000 points avant de faire un pullback. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a eu donc un mât entre la borne basse de cette zone de consolidation et le dépassement de cette résistance. Ce mât a débouché sur un drapeau, c'est une petite figure de consolidation compacte qui annonce que la pression acheteuse est toujours présente. Ce flag s'est échoué sur l'ancienne résistance qui est devenue support à 19 495 points et depuis on a une reprise de la hausse, autrement dit un Nikkei qui conserve un momentum haussier de court terme et qui nous fait penser par conséquent qu'on devrait continuer d'assister à une progression positive des cours, d'autant plus qu'on a un MACD, vous le voyez ici, qui lors de la consolidation avait croisé à la baisse et qui recroise à la hausse. Autrement dit, on est potentiellement sur une phase de nouvelle accélération sur le Nikkei, accélération qui pourrait se prolonger jusqu'à ce niveau de résistance à 20 940 points. Donc pour tous ces éléments techniques qui sont positifs, on a choisi une stratégie d'achat illustrée avec un Varan Call de code VT71B. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse sur le Nikkei. Donc c'est un Varan Call VT71B qui a actuellement un levier de 16,99, une échéance de 8 septembre 2017, son prix d'exercice 21 000 et son prix de vente ce matin de 26 centimes pour un Nikkei à 19 976,90. On continue le bilan de la semaine avec l'euro-dollar. Qu'est-ce qui fait l'euro-dollar? Un peu le pétrole un petit peu, au moins pour en parler, commencer par le pétrole. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire forcément, mais on a quand même l'impression qu'il y a un nouvel accès de faiblesse. Alors cette fois-ci, il est venu de l'abandon par les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, vous le savez, donc une décision qui laisse à penser en tout cas que il
qu'il pourrait y avoir de plus en plus de production de la part des foreurs américains et donc que ça va contrebalancer, même compenser même un peu plus que les efforts en tout cas de l'OPEP en vue donc de tenir les prix. Donc pour l'instant, effectivement, rien qui indique qu'il puisse y avoir une fin de cette pression, en tout cas sur le pétrole, même si on ne voit pas descendre à 15 $. Mais actuellement, en tout cas, on ne voit pas comment ça pourrait remonter. En revanche, ça pourrait très fortement bouger sur l'euro-dollar. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est peut-être plus important de s'intéresser à l'euro-dollar actuellement. Pourquoi Laurent le disait tout à l'heure, effectivement, on a quand même deux grosses réunions qui sont en vue. La réunion de la BCE tout d'abord jeudi, celle de la Fed la semaine prochaine. On sent en tout cas qu'il pourrait y avoir quelques commentaires ou propos tenus par Mario Draghi sur une horizon éventuelle de fin de QE ou un ton un petit peu plus hawkish, comme on dit, un peu moins incommodant. Et puis de l'autre côté, on a aussi en fait cette décision de la Fed. On sait que c'est acquis pour cette fois-ci, mais il y en aura combien d'ici à la fin de l'année? Quid du bilan qui doit commencer à s'alléger? Tout ça, effectivement, ça risque de faire bouger l'euro-dollar. Et effectivement, il y a peut-être plus de choses à faire sur la parité que sur le pétrole. Parfait. Bon, merci beaucoup, Denis. Donc, on va regarder avec Laurent l'euro-dollar, effectivement. Oui, Falco. Alors, l'euro-dollar, la semaine dernière, on l'avait payé. On continue sur cette stratégie. Pourquoi? Eh bien, vous le voyez à l'écran, nous sommes en présence d'un cross qui est dans un mouvement ascensionnel puissant, peut-être trop puissant. C'est-à-dire que quand un actif est suracheté, il a besoin de faire une petite pause et pour reprendre un petit peu d'énergie et continuer de monter. Alors cet euro-dollar, il est justement à très court terme suracheté. Vous voyez l'écartement entre la moyenne mobile à 20 périodes et 50 périodes qui s'agrandit. Autrement dit, on a un momentum qui est extrêmement fort et une vitesse qui est peut-être un petit peu excessive. On le voit ici avec cette divergence baissière sur le RSI qui montre que ce dernier sommet ici est peut-être à très court terme un point qu'on ne va pas revisiter avant plusieurs jours. Alors, pour bien comprendre ce que je dis, on est toujours haussier sur l'euro-dollar, mais on va essayer d'être un petit peu tactique, c'est-à-dire de ne pas payer tout de suite la paire, mais d'attendre un repli parce qu'on est justement un petit peu suracheté et qu'on peut avoir donc des prises de profit qui rentrent sur ce marché. Jusqu'où l'euro-dollar pourrait-il baisser? Eh bien en fait, c'est notre recommandation, c'est-à-dire que si on revenait sur cette zone à 1,1160, ça serait un excellent point d'achat pour revenir donc sur cet euro qui reste très fort face à un dollar américain qui souffre un petit peu et dont on ne voit pas pour le moment les raisons d'un regain très fort. Enfin, le marché est toujours plein de surprises, donc on va essayer de rester modéré, mais en tout cas pour le moment, on constate cette tendance très forte sur l'euro. Alors dans ce contexte qui est haussier, on va choisir un Varent Call qu'on va payer sous les niveaux actuels, donc sur cette zone à 1,1160, de code T comme Théophile, J comme Jacques, 37, B comme Bernard. Merci beaucoup, Laurent. Donc, Théophile Jacques 37B, Varent Call sur l'euro-dollar avec un levier de 36,40, un prix d'exercice de 1,16, une échéance de 15 septembre 2017 et son prix de vente ce matin, 76 centimes pour un euro-dollar, 1,1248. Alors, c'était déjà le dernier produit de notre bilan de la semaine et on continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Denis, on a les tops et les flops avec Ipsen et qui d'autre? Ipsen surtout, il faut que je vous raconte. C'est quand même une histoire assez formidable. Alors Ipsen, c'est un groupe pharmaceutique qui fonctionne très très bien, hein, donc au plus haut historique, rien à dire. Et puis on a connu une envolée en fin de semaine dernière, quasiment 10% en fait à l'ouverture. D'un coup. C'était jeudi, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement, mais de manière assez étonnante. Même moi j'ai eu du mal à comprendre. Et la seule information qu'il y avait, c'était effectivement que, et pourtant c'est habituel, hein, chaque année, lors de l'Assemblée Générale, on a un programme de rachat d'actions qui fait que l'entreprise, durant toute l'année, s'accorde la possibilité d'acheter un certain nombre de titres, mais dans un maximum, en fait, avec un plafond. Ça, c'est tout à fait normal et ça doit pas faire le bouger le marché. Sauf que certains investisseurs ont mal compris le communiqué. Ils ont vu effectivement le matin, attention, Ipsen va racheter jusqu'à 9% de son capital dans un maximum de 200 €. Alors, quand ils ont vu que l'action en cotait que 110, ils se sont dit, il y a un coup à faire, on achète du Ipsen, et même l'entreprise, en fait, en fin d'après-midi, a dû dire, attention, vous avez mal compris le communiqué, c'est pas ça la bourse, normalement, c'est le programme d'assemblée générale normal. Mais en tout
tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, l'action a pris 10% sur un malentendu, mais ça a fait les affaires, en tout cas, des actionnaires d'Ipsen. Atos, c'est le deuxième, plus 6%. Bah, c'est simplement en fait l'histoire d'un beau rattrapage. Atos qui est rentré dans le CAC 40 il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait un super parcours depuis le début de l'année, alors qu'effectivement c'est plus 30% et c'est donc 3 fois mieux que le CAC 40. Et puis après des années quand même où c'était un petit peu plus compliqué. Donc c'est une vraie révélation ce Atos et c'est encore plus 6% en une semaine après une assemblée générale, en tout cas où, il y a quelques jours, où là aussi on a pu se rendre compte que tout allait bien pour la SS2I. Et puis Airbus, 2% de hausse là aussi, un titre qui évolue lui aussi sur des pics historiques juste avant la tenue du salon du Bourget. Je ne sais pas si vous êtes un fervent de l'aéronautique et si vous allez y aller, mais en tout cas c'est toujours un grand moment en tout cas. Pas moi, mais j'ai des amis qui vont, donc voilà. Et ben vous le direz à vos amis. Voilà, parfait. Bon, merci beaucoup Denis, et surtout pour Atos, donc plus 30%. Depuis le début de l'année. Bon, oui. C'est quelque chose, on le regarde, non, Laurent? Ah oui, Falco, 30% depuis le début de l'année, mais 100% depuis environ 14 mois. C'est une fusée spatiale, Atos, donc ça va bien avec le Bourget. Et on a donc un titre qui reste extrêmement fort, qui fait donc de nouveau un nouveau donc, sommet. Et par conséquent, on reste évidemment intéressé par des achats sur Atos. Alors là aussi, on va peut-être attendre un petit peu, on va profiter de la structure en place pour ne pas rentrer tout de suite, mais éventuellement, vous le voyez ici, sur un repli, vous voyez ce nouveau sommet donc à 130 €. Eh bien, si on revenait en fait sur cette zone à 125,70, eh bien, il y aurait un niveau d'intervention tout à fait intéressant à considérer pour accompagner donc ce mouvement. Alors, je vous ai mis en bas du graphique un indicateur dont je ne parle pas souvent et qui est extrêmement intéressant, c'est l'OBV, l'Unbalance Volume. Pour aller très très vite, c'est un indicateur qui montre en fait quelle est la force des achats en termes de volume sur un titre. Et quand l'OBV fait un nouveau sommet, quand le prix fait un nouveau sommet, eh bien ça veut dire qu'on a effectivement une confirmation de la tendance avec des opérateurs qui sont massivement intéressés par le titre. Et donc on a un OBV qui fait un nouveau sommet. Ça veut dire que la théorie, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, que derrière on devrait à nouveau faire un nouveau sommet. Et peut-être que là on aura une divergence sur l'OBV. Je ne veux pas être trop technique, mais l'idée c'est qu'on a un titre qui a énormément monté, mais qui présente des caractéristiques techniques intrinsèques toujours intéressantes. Et c'est pour ces raisons que je propose cette semaine sur Atos, cher Falco, un Varan Call de code TP, Théophile Patrick 23B. Merci cher Laurent pour cette Varan Call Théophile Patrick 23 Bertrand sur Atos Origine. Donc on a qui a un delta ce matin de 9,96, une prix d'exercice de 145 €. Son échéance c'est le 15 septembre 2017 et son prix de vente 32 centimes pour un Atos à 130,225. Et bon, là, il y a des tops, il y a évidemment aussi des flops. Et on continue avec le flop et Denis. Oui, avec. En fait, là, j'ai mis plein de valeurs, vous avez vu. Donc, Vallourec, Arcelor, BNP, Casa, Société Générale. Alors, ça, c'est simplement pour montrer qu'il y avait des grandes familles de perdants la semaine dernière, avec effectivement tout d'abord les cycliques. Vallourec qui est lié au pétrole, Arcelor aux matières premières. Il y a eu un bel ensemble, en tout cas, donc, de dégagement sur ce type de valeur, moins 6% environ sur les deux. Et puis, pour les banques, ce ne sont pas les banques françaises qui sont en cause, mais tout ce qu'il y a autour. Alors, des nouvelles craintes, en tout cas, sur les banques en Italie, et puis maintenant aussi en Espagne, puisqu'on a quand même un Banco Popular qui ne va pas bien du tout, on s'y attendait pas trop, mais plombé par des actifs toxiques, la banque est quasiment à l'état de faillite, difficile a priori de lui trouver quelqu'un à qui s'adosser, difficile aussi de lancer une augmentation de capital, on a évoqué 4 à 5 milliards d'euros la semaine dernière, a priori ça a du mal à se mettre en place, donc on voit peut-être pas très bien comment elle va pouvoir s'en sortir, tout ça, ça a pesé sur nos petites banques françaises. Et puis Veolia Environnement, tout simplement pour montrer que là aussi il y a eu quelques dégagements sur une belle recovery en tout cas du marché, moins 2%, c'est quand même pas énorme, ça va. Bon, merci beaucoup Denis pour les flops. Donc on a fini avec les tops et les flops. On continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus.
Alors Denis, on va parler des grandes valeurs préférées, mais ce sont lesquelles en fait? Oui, bah oui, je me suis dit, j'ai eu du mal en fait à trouver une petite idée de folklore cette semaine. On a parlé déjà la semaine dernière, on a plutôt une actualité qui est économique, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec des décisions de banque centrale. Mais d'un point de vue entreprise, on est vraiment entre deux eaux, on est en pleine période d'assemblée générale, c'est jamais très motivant en tout cas en bourse, on n'est pas encore dans les prochaines publications. Alors je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais dire de Denis Antoine? Bah, je vais dire que j'aime bien 6 valeurs et pourquoi je les aime bien. Voilà, simplement en fait quelques petites valeurs qu'on aime bien nous en fait à investir. Et l'idée, c'est peut-être d'expliquer en tout cas pourquoi. Et puis l'idée peut-être, c'est qu'il y en aura peut-être une qui fera aussi les affaires de Laurent. On verra tout à l'heure si lui aussi en aime une parmi ces quelques dossiers qu'on aime bien. Air Liquide tout d'abord. Alors Air Liquide, c'est la valeur préférée des actionnaires individuels français, ça vous le savez, hein, depuis très très longtemps. Et puis c'est quand même une de celles qui avait un petit peu déçu, parce qu'effectivement il y a eu cette grosse opération de rachat de l'américain Airgas qui a été annoncée. On a beaucoup attendu les modalités de l'augmentation de capital, donc ça en tout cas fait patiner un petit peu le titre. Et puis maintenant ça y est, tout est réglé, donc on a l'impression que c'est maintenant qu'il faut acheter Air Liquide, en tout cas c'est mon impression. Pourquoi? Pour le positionnement, en tout cas donc aux États-Unis, ça c'est la partie la plus facile on va dire de l'iceberg. Mais aussi parce que Airgas, et c'est ça qui est intéressant, est très positionné sur les ETI, en tout cas américaines. Et donc c'est un endroit en fait où il faut être actuellement. Donc je pense que le côté Air Liquide qui avait un petit peu déçu, qui était resté un petit peu en retrait du marché, a tout en tout cas pour rebondir maintenant. C'est une valeur qui ne gagne que 3% depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 en gagne 10. Donc déjà un petit écart déjà l'année dernière et encore plus cette année. Donc pour moi il faut acheter. Bouygues pour le double activité, un dans le BTP en Europe, c'est de place to be on va dire actuellement. Il faut être dans le BTP, la construction en Europe. Et puis l'autre côté aussi, c'est la téléphonie, vous le savez, secteur de la téléphonie en France qui a beaucoup souffert d'une guerre des prix durant de nombreuses années avec l'arrivée de Free. Maintenant ça a l'air de se calmer, les marges sont remontées chez Bouygues Télécom. Donc de deux choses l'une, soit Bouygues Télécom s'en sort tout seul, les comptes se redressent, soit effectivement il y a une nouvelle opération de consolidation et on pense bien que Bouygues Télécom sera dans cette opération de consolidation. Donc pour moi, deux aspects pour acheter Bouygues. Capgemini, c'est à cause d'Atos. On disait tout à l'heure effectivement qu'Atos c'est une fusée. Il n'y a aucune raison que Capgemini en fait fasse moins bien qu'Atos, même si effectivement pour moi la période de rattrapage d'Atos est peut-être en partie faite. Donc on va dire maintenant, allez, on arbitre, on passe à Capgemini qui est en retard par rapport à Atos, tout simplement. Eiffage, là aussi c'est pour un double positionnement qui est très favorable actuellement. C'est le BTP, la construction comme Bouygues, et puis aussi les concessions, vous le savez, donc concessions autoroutières, le trafic se porte plutôt bien, le pétrole en fait est à des niveaux bas, c'est bon pour le carburant. On est juste avant la période, en tout cas, de départ en vacances. A priori, c'est peut-être un boulevard, à moins d'être une autoroute pour Eiffage. Donc voilà pourquoi on aime bien aussi. JC-Decaux, c'est simplement parce qu'elle est très en retard. Elle perd 18% depuis un an. Il y a eu effectivement une déception sur l'activité en Chine il y a quelques mois, quelques trimestres. On va maintenant réaborder en tout cas une période d'effet de base favorable. Donc pour moi, il y a effectivement un coup à jouer avec donc le spécialiste de l'aménagement urbain qui en a peut-être fini avec son accident en Asie. Et puis Valeo, allez voilà, c'est mon chouchou déjà la semaine dernière. Je continue, je persiste et signe. Pour moi, meilleure valeur de l'automobile, très bien équilibrée d'un point de vue géographique, de la croissance, une capacité d'innovation, d'investissement. Elle n'arrête pas de monter en bourse et pour moi, c'est pas fini. Parfait. Bon, merci beaucoup Denis pour cette analyse. Donc Denis, vous avez dit que vous aimez beaucoup et aussi le français Air Liquide. Donc si vous nous regardez aujourd'hui et vous aimez vraiment Air Liquide, maintenant c'est le moment à regarder parce que Laurent va analyser pour nous Air Liquide. Et Laurent aussi aime bien Air Liquide. Alors Laurent effectivement aime bien Air Liquide parce que c'est vrai que quand on parle des valeurs préférées d'investir, des investisseurs, ce sont effectivement des titres qui ont déjà été remarqués par la communauté financière, qui ont déjà donc pas mal monté. Et je trouve que Air Liquide présente une structure, pour le coup, d'un point de vue technique, tout à fait intéressante, puisque le marché est haussier, mais il vient de consolider, et pas n'importe comment, en faisant un biseau descendant. Alors tous les analystes techniques connaissent bien cette figure, c'est une figure potentiel de continuation haussière si effectivement les prix arrivent à s'extraire donc de ce biseau pour continuer la hausse. Donc vous le voyez, on est en présence d'un titre qui est haussier, une moyenne mobile à 50 périodes qui va jouer bientôt un rôle de support dynamique puisqu'elle arrive à proximité des cours. Nous avons une zone de support à 108,55 € qui a été validée à 2 reprises et un titre qui prend son temps pour le moment avant son redémarrage, mais c'est justement quand il
prend son temps, qu'il faut rentrer, parce que quand il sera parti, vous bénéficierez bien évidemment d'un prix nettement moins avantageux. Donc c'est l'arbitrage éternel des investisseurs. Est-ce que j'attends la confirmation et je paye plus cher, ou est-ce que je rentre dans la consolidation? C'est vrai que je prends un petit peu plus de risques puisque le signal d'achat n'a pas encore été donné, mais pour le coup j'ai un bien meilleur prix. Je vous laisse juge de cet arbitrage. En tout cas, nous ne sommes pas sortis de la figure de continuation puisque vous le voyez, nous sommes toujours à l'intérieur de ce biseau. Le niveau de support, il est à 108,55 comme je vous le disais tout à l'heure, mais nous, on est intéressé par un achat, Falco, donc je propose un VAR en call avant la sortie du biseau de code RF11B. Merci beaucoup Laurent pour cette VAR en call sur Air Liquide RF11B qui est actuellement levier de 16,39 à une échéance de 15 septembre 2017, son prix d'exercice de 5,15 et son prix de vente ce matin de 20 centimes pour une Air Liquide à 109,47,5. Voilà, ça c'était tout pour nos tops, non pas nos tops et flops, notre focus avec Air Liquide et on continue avec notre dernière rubrique à ne pas manquer. Bon, la zone euro, la Grande-Bretagne, les États-Unis, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer Oui, sur les éléments en tout cas dont on a parlé depuis le début de l'émission, je vais juste simplement les citer pour la forme. C'est effectivement la réunion de la Banque Centrale Européenne, c'est donc jeudi. Le même jour, on aura les nouvelles estimations de la croissance du PIB, là aussi pour la zone euro. Grande-Bretagne, enfin Royaume-Uni, ce sera donc les élections législatives anticipées. Attention, quel sera le score? Y aura-t-il une majorité possible? On le saura a priori plutôt dans la nuit, je pense autour de 1h ou 2h du matin. En tout cas, Falco, si vous pouvez m'envoyer un petit SMS dès que vous aurez le résultat, je suis preneur. Dans la nuit, donc de jeudi à vendredi. Vendredi matin, on saura. Et États-Unis, on en parlait aussi tout à l'heure avec Laurent, l'audition de James Comey. Ça risque d'être très très intéressant. Tout le monde l'attend. C'est aussi prévu pour jeudi. Et puis les législatives. Effectivement, en France, effectivement. Dimanche, qui risque, en cas de majorité, enfin, on n'aura pas les résultats définitifs, mais si le parti d'Emmanuel Macron arrive à faire d'ores et déjà un bon score, ça pourrait tout à fait être pris comme un catalyseur pour les marchés, pour repartir à la hausse. Donc attention, regardez alors. Grosse semaine. Regardez, bon, très bien. Et les entreprises, ils font quoi? Entreprises, pas grand-chose. En France, on a simplement les résultats annuels de Rémy Cointreau. On a quelques assemblées générales qui se poursuivent. La plus importante est celle de Saint-Gobain. Jeudi, on aura aussi celle de Ruby. Je vous l'indiquais parce que c'est une valeur qui, elle aussi, est pas très loin d'un plus haut historique et qui est une force, en tout cas en bourse, assez importante et qui est aimée des investisseurs particuliers. Bon, merci beaucoup Denis pour cette dernière rubrique. Donc on est déjà à la fin de notre émission. Donc il me reste de vous donner rendez-vous pour cette semaine, mercredi 7 juin. Ce n'est pas le jeudi qu'on va faire le webinaire cette semaine, c'est donc mercredi 7 juin à 18 h, donc le webinaire revue technique de marché. Comme d'habitude avec Laurent Albi, on va regarder encore plein de valeurs comme la semaine dernière très intéressantes qui vous souhaitez qu'on regarde pour vous. Donc n'hésitez pas à nous faire des emails comme la semaine dernière ou nous appeler pour nous dire voilà de ce que vous voulez qu'on regarde ensemble. Et évidemment la semaine prochaine, mardi 13 juin à midi, la prochaine émission 100% marché. On ne sait pas encore avec qui, ça va être encore en surprise. Peut-être c'est aussi avec le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine, comme aujourd'hui. Donc merci beaucoup Denis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent aussi d'être avec nous au studio. C'était un plaisir d'être avec vous. Et merci aussi à vous d'avoir passé le temps avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir.